suis intimidée du coup parce que je me demande si... Non, mais du coup, je me demande si j'ai fait du bon travail. Si ça... Du coup, là, il y a vraiment... j'adore. C'est la première fois que quelqu'un me dit non, c'est vraiment loin de la réalité. Alors, le seul moyen, en fait, de savoir si tu as fait du bon travail, c'est est-ce que tes clients reviennent ? J'espère que les gens iront voir 2 fois le film. Ça voudrait dire que j'aurais fait du alors, bon s'ils travail. vont voir 2 fois le film, ça veut dire que c'est bon. Ça peut, okay, voilà, je demanderai alors. Faudra voir. Ces voix que vous avez entendues sont celles de la comédienne Anna Girardot et d'Anaïs de L'Enclos, porte-parole du syndicat du travail du sexe et elle-même prostituée. Je suis Marie Sala et moi, ces 2 femmes splendides, je les admire aussi. La militante et l'artiste qui prennent des risques au nom de l'art ou au nom de la liberté. Pour en discuter, elles se sont prêtées au jeu de la confidence pour Réplique, le podcast cinéma de Canal+. La sortie du film La Maison, qui dépeint le quotidien d'une maison close à Berlin, leur donne l'occasion de mettre en lumière les travailleurs du sexe qui pratiquent un métier vieux comme le monde et qui pourtant ont du mal à exister dans notre société. Et surtout, des femmes puissantes qui portent la voix d'une communauté qui s'épanouit loin des regards indiscrets. Stéphanie Chermont est allée se calfeutrer avec nos 2 héroïnes dans un hôtel parisien. Écoutons-les. Bonjour Anna Girardot. Bonjour. Bonjour Anaïs de L'Enclos. Bonjour. Je suis heureuse de vous réunir toutes les 2 aujourd'hui pour parler de cinéma et d'un sujet de société à travers un film, La Maison, de la réalisatrice Anissa Bonnefond. Anna, tu incarnes Emma, une écrivaine qui décide de se prostituer dans une maison close à Berlin. Ça va, je dis pas de bêtises jusque-là ? Jusque-là, tout va bien. Anaïs, tu as été 2 ans dans une maison close à Genève, un salon. Alors, c'était pas à Genève, j'ai été à Lausanne et j'ai fait plusieurs salons en Suisse. En Suisse. Mais effectivement, oui, j'ai travaillé en maison. Et tu es porte-parole aussi du STRAS. Tout à fait, oui. Le syndicat du travail sexuel. Oui. Merci d'accepter cette rencontre assez exceptionnelle puisque ce milieu, la maison close, ou en tout cas les salons, c'est un milieu très fermé et sans jeu de mots, un peu caché. Très caché, très caché. On peut pas y rentrer comme ça. C'est ou pour y travailler ou pour faire appel à un service, mais sinon on n'y rentre pas. Anna, qu'est-ce que ça te fait de rencontrer ton personnage dans la vraie vie, avec la présence d'Anaïs là face à toi ? C'est intimidant. J'ai plus l'habitude d'intimider les hommes, moi, mais pas tellement les femmes. Comme quoi. Hein. Et Anaïs, qu'est-ce que ça te fait toi de rencontrer l'actrice Anna Girardot qui incarne une prostituée, une travailleuse du sexe, pardon ? Eh ben, je suis très émue parce qu'elle est encore plus charmante qu'à l'écran, en fait. Je ressentais effectivement une personnalité douce et bienveillante, et de la voir en vrai, ça me confirme ce ressenti-là, oui. Ah, ça commence bien, alors. Prends les compliments, Anna. Ah oui, je prends. Anna, justement, comment est-ce que tu as appréhendé ce rôle ? Est-ce que tu connaissais ces maisons closes ? Alors, je connaissais ce qu'on m'en avait donné, finalement, à travers les films, à travers les livres, à travers les multiples documentaires. Donc, j'avais une vision un petit peu de spectatrice, assez lointaine, et en même temps toujours intriguée, toujours la première à regarder ces documentaires, à lire ces livres, à voir ces films. Et puis, j'avais découvert La Maison de Emma Becker, et à travers son œil, à travers son prisme, j'avais aussi un nouveau point de vue sur les maisons closes. Oui, parce qu'il faut dire que ce film est adapté du livre d'Emma Becker. C'est son histoire. Tout à fait, c'est son histoire. Et puis après, c'est revu par l'œil de Anissa Bonnefond et la plume d'Anissa Bonnefond. Donc j'avais tout ça, mais jamais eu l'impression ou l'idée que j'allais m'en approcher, ou en tout cas ressentir des choses corporellement moi-même de ce milieu, de ce monde que finalement, comme tu dis si bien, est très caché. J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie, mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre ? Ou mon livre n'était qu'un prétexte ?
Anaïs, comment es-tu devenue travailleuse du sexe ? Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ? Et surtout, à travailler dans une maison close en Suisse ? Alors, moi, mon histoire, elle est assez simple. Au début, je pensais qu'elle était assez exceptionnelle, dans le sens assez rare. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que mon histoire correspond à celle de beaucoup de mes collègues. J'ai travaillé dans le privé pendant très longtemps. J'ai fait 2 burn-out. Et j'ai donc cherché une autre activité parce qu'il faut bien vivre, il faut bien manger, il faut bien payer ses factures. Dans le même temps, alors j'étais en burn-out, donc j'avais du temps, et j'avais la curiosité de savoir qu'est-ce que c'était, en fait, que d'être escorte. J'avais pas du tout de curiosité sexuelle, dans le sens où j'étais déjà libertine, donc c'était pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment le côté, qu'est-ce que c'est ce métier dont on parle, mais je ne connais personne qui le fait. Et donc j'ai testé en me disant, ça marchera jamais. C'était il y a 10 ans, et ça fait 10 ans maintenant que j'exerce, parce que j'ai réalisé qu'en fait, ça me convenait à moi. Ça me convenait très très bien. Et en 2016, quand la loi de pénalisation des clients est passée, le métier est devenu beaucoup plus difficile en France, beaucoup plus dangereux, et donc je suis partie à ce moment-là en Suisse pour travailler en maison. J'ai travaillé dans plusieurs maisons, et ça, c'était juste pour pouvoir continuer à exercer dans des conditions qui soient toujours aussi sûres, en fait. C'était d'un point de vue de sécurité. Donc c'est ce qui m'a amené à essayer, en fait, les salons et les maisons closes. Oui, parce qu'on le dit, les maisons closes sont interdites en France. Totalement interdites. En fait, depuis longtemps. Le travail du sexe est autorisé, mais tout ce qui est autour est interdit, ce qui veut dire que on ne peut pas ouvrir de maison, on ne peut pas ouvrir de coopérative, on ne peut pas embaucher quelqu'un pour notre sécurité. En fait, on ne peut strictement rien faire. Personne ne peut nous aider, puisque l'aide simplement à une travailleuse du sexe est déjà pénalisée comme du proxénétisme et mène réellement en prison. Donc le métier, effectivement, est devenu de plus en plus dangereux, oui. Pourtant, il y a des avantages et des inconvénients d'une maison close. Alors, il y a effectivement des avantages et des inconvénients. Les avantages vont être très... d'un point de vue de la sécurité. Dans une maison, en fait, vous savez que s'il y a le moindre pépin, vous criez puis tout le monde débarque. Et concrètement, c'est effectivement ce qui se passe. Et à tel point, d'ailleurs, qu'il n'y a pas ou très peu d'agression ou de risque d'agression dans une maison, parce que aucun client, en fait, ne va chercher à ennuyer une travailleuse au sein d'une maison. Ça n'a pas de sens. Ce qui se passe, c'est qu'en cas d'agression, on ira déposer plainte et la police va en tenir compte. Donc ça, c'est un avantage. Un des inconvénients qu'il peut y avoir, c'est que dans les pays où seules les maisons closes sont autorisées, et donc le travail du sexe indépendant ne l'est pas, et du coup, ça donne un pouvoir excessif aux maisons, et ce qui fait qu'il peut y avoir des abus. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est une légalisation pleine et complète du travail du sexe pour que toutes les formes d'exercice puissent être protégées par la loi. Des abus dans quel sens, du coup ? Typiquement, ce qui s'est passé, moi, j'ai travaillé longtemps dans une maison qui avait une très bonne réputation. Et un jour, j'ai décidé que je ne voulais plus montrer mon visage sur les photos. Le tenancier, en fait, de la maison n'était pas d'accord avec ça. Et donc, il a refusé de me reprendre. Donc, je n'ai plus pu travailler dans cette maison. Ce qui veut dire qu'il faut trouver un autre endroit. Et comme en Suisse, le travail... Enfin, ça dépend des cantons, en fait. La Suisse, c'est un peu particulier. Il y a des cantons où on peut travailler de façon indépendante, pas d'autres. Mais dans la plupart des cantons, il faut travailler dans certains lieux, donc les maisons uniquement. Donc, il fallait que je trouve une autre maison qui m'accepte. C'est pour ça que j'ai essayé, effectivement, plusieurs maisons. Avec plus ou moins de succès, parce que chaque maison a un peu ses spécificités, sa clientèle. Donc, il faut aussi trouver la maison qui nous convient, en fait. C'est ça, on va pas forcément travailler dans une maison qui propose des services qui ne nous correspondent pas ou qui a une clientèle qui ne nous correspond pas. Donc, il peut y avoir ce genre d'abus. Et puis c'est toujours pareil. Quand vous ne pouvez travailler que dans un endroit, ça veut dire que les gens qui tiennent cet endroit savent qu'ils ont un pouvoir sur vous. Et l'humain est ce qu'il est, ils en abusent. Alors que si vous avez la possibilité de tout simplement dire demain j'irai travailler seul chez moi, et que vous avez le droit de le faire, c'est beaucoup plus compliqué de vous dire si t'es pas d'accord avec les conditions, tu t'en vas. Parce qu'on peut s'en aller. Donc voilà. Les députés ont adopté l'article sur la pénalisation des clients de prostituées. Le texte sanctionne le client lui infligeant une amende de 1 500 €, le double en cas de récidive. Une proposition qui divise. Pour les défenseurs du texte, il s'agit d'affaiblir les proxénètes et de lutter contre les violences faites aux femmes. La loi de pénalisation des clients, elle contamine, elle nous précarise et elle nous assassine parce qu'en fait elle donne un pouvoir de négociation au client assez important, puisqu'en fait vu que c'est lui qui est pénalisé maintenant, il va voir à la baisse les tarifs, il va aussi négocier la protection. Donc il y a beaucoup de clients maintenant qui demandent à ce qu'il n'y ait plus de capote, ce qui est un problème puisque du coup ça nous contamine plus aux IST, notamment au VIH-Sida. 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €. 1 600 € 1 600 €
Dans le film, évidemment, Emma d'abord passe par cette maison dans laquelle finalement le rapport avec les autres femmes n'est pas celui qu'elle recherche. La manière dont elle est traitée n'est pas ce qu'elle recherche. Son patron, c'est vulgairement une caméra de surveillance et un homme qu'elle ne rencontre pas. Alors que dans la deuxième maison close dans laquelle elle va, elle a tout de suite un rapport merveilleux avec ces femmes. Et en fait, la maison est tenue par une ancienne prostituée. Tout à fait. Et effectivement, en fonction des endroits où on va se trouver, les relations vont être différentes et elles vont convenir à des personnes différentes. Parce que dans la première maison, je pense que, et c'est ce qu'on voit dans le livre, il y a des personnes qui s'y reconnaissent et qui travaillent depuis longtemps et qui s'en satisfont, à qui ça va très bien. Ça lui convient pas à elle, elle va dans une autre maison, ce qui est logique. Mais il y a différentes typologies de travail, différentes typologies de maison. Il faut trouver l'employeur qui nous convient, la façon de travailler qui convient à chacun. Donc ça, c'est une réalité effectivement du métier, mais de tous les métiers, j'ai envie de dire. On ne va pas toujours s'entendre avec son patron. C'est un peu un grand classique du monde du travail. Anna, qu'est-ce que ton personnage vit dans cet endroit ? Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'elle vit ? Dans la maison. Dans la maison. Dans la maison, déjà, je me suis toujours dit qu'elle avait enfin un lieu dans lequel elle allait pouvoir être elle-même et explorer des parties d'elle-même qui sont soit rejetées à l'extérieur, que ce soit au travers de sa famille, de sa sœur, de sa mère, ou même de son meilleur ami qui la comprend, qui sait qu'elle a tout d'un coup aussi une curiosité sexuelle, une sexualité débordante, mais qui s'inquiète pour elle. Alors que dans cette maison, elle va tomber en amour pour toutes les femmes qui l'entourent. Elle va les observer, elle va pouvoir enfin les décrire, les aimer, leur faire honneur. Et c'est aussi un lieu où elle va se sentir puissante, où elle va se sentir... comme on dit quand on est complètement au même niveau entre sa tête et son corps, et qu'elle va pouvoir explorer cette prise de... pas prise de pouvoir, parce que la question n'est pas de prendre tellement le pouvoir, mais en tout cas de se sentir en pleine puissance face aux hommes et dans sa démarche. Anaïs, tu en penses quoi de ce que dit Anna ? C'est très intéressant parce que ce qui est vrai dans une maison, et pas uniquement dans une maison, ce qui est vrai dans le travail du sexe, c'est que bien souvent, quand on rencontre les collègues, on retrouve une communauté qui est très puissante, qui est très forte, et c'est un métier... Alors, on peut le vivre très très mal, et auquel cas, en général, on le quitte assez vite, mais ça peut aussi être un métier où on va découvrir une sororité et une force entre collègues qui est assez fantastique, et où on peut devenir soi-même parce qu'on apprend effectivement à surmonter le regard extérieur, ce que les gens voudraient qu'on soit, voudraient qu'on fasse. Et ça, effectivement, on le retrouve effectivement dans certaines scènes avec les collègues, où on sent cette sororité, ce partage, cette vie commune, où elles sont finalement elles-mêmes. Ça, c'est assez juste dans le métier. C'est quelque chose de très, très juste. C'est la force qu'on retrouve entre les collègues et le fait qu'on n'a plus peur. On apprend à maîtriser les hommes, on trouve toute notre puissance, oui, on le retrouve. Quelle image on a, dans ce podcast, on essaie de pas être forcément dans les clichés, les stéréotypes, les tabous. Quelle image on a de la femme qui se prostitue finalement ? Mais alors justement, parce qu'on me l'a beaucoup posé la question justement en promotion, en disant, beaucoup de journalistes m'ont dit, mais vous vous rendez bien compte que la prostitution, vous en parlez comme quelque chose de merveilleux, comme si tout le monde avait le choix. Alors, non, c'est absolument pas le propos du film, parce qu'on ne fait pas du tout une généralité de la prostitution. On parle de cet endroit-là, par le prisme de cette femme-là et de son récit. Et en plus, on parle d'un lieu où la prostitution, comme en Suisse, est légalisée, où les femmes sont protégées, où les femmes sont reconnues. Je explique aux journalistes que, en fait, quand on se recense, il y a la case journaliste, et puis ensuite, il y a travailleuses du sexe. En fait, elles sont représentées, elles existent, elles sont protégées. Et donc, c'est une énorme différence. Mais c'est un débat compliqué parce que on me dit, oui, mais Anna, enfin, tu te rends bien compte qu'elles ont pas le choix. Alors, pour moi, si. Oh, d'ailleurs, Rossi Di Palma le dit avec un merveilleux accent espagnol en disant « Querida, on a toujours le choix ». Et en fait, toutes ces femmes dans cette maison, en tout cas dans ce lieu-là,
ont le choix de choisir un autre métier pour gagner de l'argent. Elles ne sont pas forcées, elles peuvent ne pas revenir le lendemain. D'ailleurs, le personnage d'Horatica, même si la démarche est plus compliquée, alors elle y trouve un autre métier dans le métier qui lui permet d'être pas touchée et d'être vraiment de tout maîtriser, de pas être pénétrée. Et puis à un moment donné, c'est trop pour elle, donc elle s'en va. Mais alors, Emma Becker, c'est autre chose. Elle explore quelque chose qui lui plaît énormément. Mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a le choix. Alors, moi, je le positionnerais pas comme ça, parce qu'on est dans une société où on n'a pas le choix de travailler. Oui. En fait, on doit toutes travailler. Donc, la question du choix, elle me semble mal posée d'une façon générale, en fait. Par contre, quitte à devoir travailler, ça peut être la meilleure option pour des tas de femmes. Et effectivement, dans le film, Rosa de Palma l'explique très bien. Entre 2 boulots qui ne lui permettent pas de voir sa fille et un boulot qui lui permet de s'en occuper, ben oui, peut-être que le travail du sexe est effectivement beaucoup plus judicieux. Alors pourquoi critiquer ces femmes qui prennent cette décision-là, en fait ? Ça n'a pas vraiment de sens. Ça me semble pas très cohérent. Par contre, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est le côté qu'on montrerait une image lumineuse. Alors, en tant que professionnelle de l'activité, moi, ce film, je l'ai trouvé extrêmement noir. Contrairement au livre, qui est très lumineux. Il y a effectivement une sorte de trahison dans le sens où le livre, je l'ai lu et je m'y suis reconnue, dans le sens où c'était une description très naturaliste et très vraie de la maison, et donc assez joyeuse dans les relations intercollègues, assez vraie sur ce qui s'y passe. Et dans le film, beaucoup plus de noirceur, que ce soit dans le choix des couleurs, dans certaines scènes qui reprennent exactement ce qui est écrit dans le livre, mais en y mettant une tonalité beaucoup plus noire. Donc je suis étonnée qu'on puisse dire, en voyant ce film, qui montre un côté positif, enfin lumineux, joyeux. Et ça, je peux pas le reprocher, parce que c'est un film qui est fait par des gens qui n'ont pas vécu le métier, mais qui du coup a beaucoup de clichés et de stéréotypes, qu'on retrouve de façon générale dans beaucoup de films, dans la plupart des films qui sont faits par des gens qui n'ont pas vécu le métier. Donc c'est normal, on vit avec ces stéréotypes, donc on les représente. Donc c'est amusant que des journalistes aient pu dire que c'était joyeux. Je suis étonnée, en fait. C'est intéressant. C'est dommage que Anissa Bonnefond ne soit pas là pour continuer ce débat. Après, c'est un film. Mais oui, non, mais tout à Donc, fait, en fait, c'est un film, c'est romancé. Un film, c'est une histoire. Le livre est un livre, Exactement. Le film est un film. Tout à fait. Il y a On des est bien interprétations et comme je Anissa dis, ça Bonnefond, veut pas dire que c'est une réalisatrice aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si ça avait été peut-être un réalisateur, ça aurait été encore un autre film. Est-ce que le fait Sans que doute. ce soit une femme, peut-être aussi ça change la vision. Là, on parlait des journalistes, je l'entends. Oui. Après, voilà, on est critiquables, les journalistes. Hein. Nous aussi, on pose des questions très clichés, etc. Je pense qu'en tant que réalisatrice, elle amène un regard et une création. Oui, après, c'est son regard qu'elle pose dessus. Mais effectivement, c'est un film. C'est pas un documentaire, on est d'accord. Voilà, c'est pas un on va au documentaire. cinéma pour voir un film, pour voir une histoire. Non, mais c'est intéressant, c'est intriguant, justement, de se dire que le film est plus noir que la réalité. Et finalement, chacun va y mettre aussi son interprétation avec ses préjugés, forcément, et avec ou ses connaissances. Mais tout à fait. C'est ça, et c'est ça qui est intéressant de toute façon dans chaque interprétation. Les rues de Paris ne disent plus rien de cette époque, mais derrière ces façades, des lieux symboles de la prostitution. Le One-Toutou dans le 8e, le Chabanais dans le 2e arrondissement, la Fleur Blanche ou encore les Belles Poules de la rue Blondel. Ces bâtiments ont abrité les plus célèbres des maisons closes au 19e et 20e siècle. Ici, contrairement à la France, la prostitution est à la fois légale et réglementée. Mise en carte dans les fichiers de police, recours possible contre le proxénète, visite médicale obligatoire, maison de tolérance organisée à l'allemande et baptisée Eros Center. Justement, l'interprétation, est-ce que, Anna, avant d'accepter ce rôle, t'as rencontré des prostituées ou pas ? Alors, j'ai voulu, et puis j'ai eu peur. En fait, je comprends. Puis c'est un monde qui est très fermé, on s'ouvre difficilement. C'est difficile de rencontrer des collègues quand on n'est pas soi-même collègue. C'est ça. Donc en fait, j'ai voulu aborder certaines femmes, et puis j'aurais pu prendre évidemment l'idée tout à fait simple de demander à la production, on aurait pu se rencontrer. Mais c'est vrai que je voulais faire la démarche seule, et puis que j'ai pas su trouver les mots pour demander
des questions. Et puis après, je me suis dit, en même temps, je vais interpréter un personnage. Je vais interpréter la vision d'Anissa et le personnage qu'elle a écrit. Et ce sera ma base. Le scénario sera ma base. Et c'est comme ça que j'ai, petit à petit, j'avais tellement de choses déjà à travailler. Notamment, on en parlait tout à l'heure, mais de faire peur, ou en tout cas de sentir que c'est moi qui allais guider et que je n'allais plus me faire guider. Quelque chose qui était différente de moi. Et puis la démarche, le travail de se dire... alors Emma Becker n'a jamais besoin de demande de validation ou la demande de l'aval de quelqu'un pour faire les choses. Donc, il y avait ça aussi à travailler. Et puis après, j'avais envie, de la même manière que Emma Becker, à travers sa démarche d'auteur, donc à travers sa démarche artistique, d'écrire un livre pour aller explorer toutes ses sensations lorsqu'elle va rentrer dans ce bordel et de réussir à mettre sur papier tout ce qu'elle va ressentir entre la curiosité, la peur, tout ce qui va en sortir finalement. Je voulais ressentir ces choses en direct aussi, sur le plateau, en me mettant moi-même dans des situations, des positions dans lesquelles je n'avais jamais été confrontée. Et de faire un parallèle entre ce saut que Emma Becker fait et celui que moi j'allais faire. Et donc d'avoir cette espèce aussi de virginité, de découvrir un monde qui donc allait être celui que Anissa allait créer, mais en tout cas de le découvrir un peu en direct. C'est assez beau, parce qu'en fait, sans le vouloir, Anna, tu fais des jeux de mots, des parallèles entre ton métier d'actrice et cette mise à nu, en fait. T'as une vraie mise à nu. Je pense qu'on t'a jamais vu dans un rôle où tu te donnes autant. On s'est même demandé, ou alors je suis peut-être toute seule, mais je crois pas, est-ce que t'as eu des doublures ? Non, pas du tout. Pas du tout. Toutes tes scènes... voilà, c'est ce que je disais, l'actrice est magnifique. T'as pas de doublure, même les scènes vraiment de mise à nu, de sexe, non, etc. Mais pas du tout. Incroyable. Jamais. Enfin, ça aurait été ridicule, je pense, de ma part ou même de la part d'Anissa, de demander à l'actrice qui allait jouer ce rôle, donc qui allait faire cette mise à nu, d'être doublée. J'avais envie de ressentir ma nudité. J'avais envie de ressentir, puis même face à mes collègues qui étaient eux-mêmes nus. Alors c'est pas fréquent. Des acteurs, parce que si, dans le porno ça se fait souvent, hein. Oui, dans le porno, mais alors moi j'ai jamais fait de porno. Alors moi non plus en vrai. Pour de vrai, j'en ai jamais regardé non plus. Mais en fait, ce qui est assez touchant, c'est que finalement, j'ose imaginer que le client, l'homme qui vient au bordel, fait preuve aussi d'une certaine. Est-ce que le mot humilité est le bon mot ? Mais en tout cas, il y a une démarche qui n'est pas facile non plus pour le client. En tout cas, il y a quelque chose effectivement d'amusant quand un client arrive. D'une façon générale, c'est quasiment systématique. Il faut arriver à le mettre à l'aise. Voilà. La mise à nu est très compliquée. L'idée que, par exemple, les hommes arriveraient, seraient super à l'aise, se déshabillent, se mettent sur le lit et hop, allez, vas-y, ma cocotte, c'est complètement absurde. En fait, il faut commencer à les détendre, leur faire comprendre que oui, ça va bien se passer et que non, il n'y a pas de honte à se déshabiller. Et c'est vrai que un des gros travaux, finalement, de la travailleuse du sexe, de la professionnelle dans ce métier, c'est de savoir les mettre en confiance pour que ça se passe bien. En général, ils sont totalement intimidés. Le nombre de fois où un nouveau client arrive en disant « Non, mais c'est la première fois, c'est pour ça que la prochaine fois, ça ira mieux, quoi. » Et c'est vrai. Mais c'est drôle, par exemple, pour le coup. Je dis, mais nous, il s'est passé ça parce qu'il y a des acteurs qui venaient et qui... Alors, les premières scènes avec donc les premiers clients, j'osais même pas... je savais pas quoi leur dire, j'étais moi-même un peu perdue. Et puis au fur et à mesure, j'arrivais, je leur disais « Jean-Pierre, viens voir, ça va tellement bien se passer, ne t'inquiète pas, tu vas voir Anissa, elle va tout nous expliquer et tout. Et les costumes, elles sont adorables, vraiment, ne t'inquiète pas. » Et ils ressortaient en disant « Oh là là, en fait, c'était génial, ça s'est super bien passé. » C'était drôle aussi, il y en avait beaucoup à qui je demandais « Vous avez déjà fait ça ? Ça vous gêne d'être nu ?» Et certains me disaient « Non, j'ai jamais fait ça, oui, ça me gêne. » Et en fait, c'est ma femme ou mon amie qui m'a poussée à le faire parce que elles avaient lu La Maison. Et donc, elles adoraient la démarche de Emma Becker et qu'elles voulaient absolument que je participe à ce projet. Et donc, je me suis retrouvée là. Et c'était très touchant, finalement, de les voir...
voilà, eux aussi s'ouvrir et être dans une position où il fallait les rassurer, comme tu dis si bien, Anaïs. Oui, c'est ça. J'imagine assez bien, effectivement, la difficulté et leur stress et leur peur. Et c'est pas facile du tout pour un homme, ni pour une femme d'ailleurs, mais de se mettre réellement nu devant des gens. Alors nous, en tant que professionnels, ça y est, c'est fini, on s'en fout. Hein, mais parce qu'on a vraiment pris conscience du fait que, quelque part, on est tous nus et on finira tous dans un trou de toute façon. Mais cette prise de conscience, elle est très rare, finalement, pour l'humanité. Mais en dehors des professionnels, se mettre nu, pour la plupart des humains, c'est hyper compliqué. C'est très, très difficile. Parce qu'après, d'ailleurs, c'est là où il y a le parallèle entre le cinéma et la réalité. Cette mise à nu, on découvre une intimité. J'imagine, Anna, le tournage, les scènes, il y a du monde autour. Un plateau de cinéma, tu dois filmer une scène d'intimité. Anissa filme une scène d'intimité. Non, il y a 40 personnes autour. Ça se trouve, il y a des accessoiristes qui bougent le lit. Comme récemment, j'ai entendu Pierre Ninet qui me disait ça en interview. J'ai l'impression de parler beaucoup de sexe en interview, pardon. C'est que le sujet, il est aussi tabou. On parle pas, en fait, de l'envers du décor. Quand c'est un film comme ça qui met un coup de projecteur sur ces scènes-là et sur l'intimité, c'est costaud pour une actrice d'y aller. Hein. Enfin, c'est vraiment un défi, quoi, je pense. Ah oui, c'est forcément un défi, mais il y a aussi une réalisatrice derrière qui, elle-même, va se mettre à nu en faisant ce film et en nous guidant. Anissa, elle avait fait 2 documentaires avant, elle n'avait pas fait de fiction. Et moi, j'ai vu des réalisateurs qui avaient fait beaucoup de films et qui avaient du mal à me demander, finalement, si on pouvait voir un sein, si le personnage pouvait respirer un peu plus fort pour que le drap tombe. Et alors que là, j'avais quand même face à moi une réalisatrice qui assumait pleinement ce qu'elle allait faire, ce qu'elle voulait et ce qu'elle nous demandait. Et à partir de là, il y avait un vrai pacte de confiance qui s'installait. Et puis, avec l'équipe, déjà, on était une petite équipe, hein, parce qu'on n'avait pas les moyens d'être plus que ça. Mais il y avait aussi un rapport extrêmement bienveillant les uns avec les autres. Enfin, il faut imaginer les costumières, ce qu'elles faisaient. Mais à quoi sert une costumière quand on est nu ? Ah, pardon, non, il y avait les sous-vêtements. Il y avait les caches-sexes. Parce que les comédiens avaient, malgré tout, alors moi j'avais mon petit cache-sexe personnel, mais les hommes avaient des cache-sexes donc qui s'apparentaient donc à une chaussette. Je m'adresse à l'homme pour qu'il comprenne, à une chaussette qu'il fallait glisser quand même dans l'arrêt des fesses des messieurs pour pas que nos parties intimes se touchent. Ça c'était pas évident ni pour eux ni pour elles. Et Anaïs, elle rigole un peu. Non, mais quelque part, ces situations sourire, effectivement. Non, mais ça crée en fait aussi ça fait rire tout le monde. Et puis non, mais parce que j'y ai pas pensé. Non, on n'y pense pas. Je veux dire, j'ai pas pensé à ça, forcément. Non. Oui. Eux non plus d'ailleurs n'y pensaient pas quand ils arrivaient sur le plateau. C'est pour ça que ça me fait sourire, parce que oui. Moi, je pense au préservatif, mais je pense pas au cache-sexe. Donc, j'aurais pensé que le préservatif suffisait. Je veux dire, oui, mais mais parce finalement, justement, c'est la différence aussi avec le porno, c'est qu'on ne se touche pas, on ne se pénètre pas. Je sais. Il y a pas de pénétration, donc il y a cette espèce de quand même de barrière qu'on se donne, mais par exemple, il y a aussi Yann Marito, le chef opérateur du film, a accepté d'ouvrir le bal, on va dire, des scènes de sexe. Et il fait le client qui se fait fouetter par moi-même. Et quelque part, le chef opérateur qui se met nu, avant même que moi-même je me mette nue, c'est un beau message. Ça veut dire le regardant et regardé aussi. On est tous sur un même pied d'égalité. Et il y avait vraiment cette bienveillance et ce respect mutuel. Et puis jamais cette sensation d'outrepasser l'intimité ou la gêne de qui que ce soit, finalement. Alors moi j'ai une question, c'est est-ce que tu savais en acceptant ce rôle, ce film, qu'il y aurait autant de scènes de nudité finalement ? Bien sûr, tout est écrit dans le scénario. C'était déjà d'accord. Ouais, tout était là, rien n'était. Il n'y avait pas de surprise, et surtout toutes les scènes de sexe et de nudité, on en avait beaucoup parlé avec Anissa, et elle m'avait expliqué pourquoi cette scène était là, à quoi elle servait, qu'est-ce qu'on allait jouer et quelle était l'intention du personnage dans cette scène. Des prostituées sur le pavé, bien visibles dans les années 60, et un débat toujours le même, la prostituée dans la rue ou dans des maisons fermées. Certains spécialistes considèrent la prostitution comme un cancer de la société qu'il faut supprimer.
Pour d'autres, il s'agit d'un mal nécessaire qu'il faut réglementer très strictement. Du coup, certains rêvent de les renvoyer en maison close. Anaïs, j'ai une question un peu pour la cinéphile qui se cache en toi. Elle se cache bien, alors la cinéphile. Moi, je suis une spécialiste du roman noir, hein, pas des films. Mais d'accord, vas-y. En fait, comment, à ton avis, le cinéma, donc il y a une fiction, là, ce film, La Maison, c'est une fiction, peut mettre un coup de projecteur et faire un peu avancer le débat public? Il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de non-dits, tu vois, sur la prostitution, sur les maisons closes. À ton avis, comment une fiction, comment le cinéma peut faire un peu avancer le débat? J'avoue que je ne sais pas du tout parce que beaucoup de films existent, beaucoup de livres existent, des podcasts. J'ai un peu l'impression que quel que soit le média qui sort, il y a une sorte de tabou tel qu'on finit par occulter le débat sur le travail du sexe. Du coup, j'ai pas de réponse à cette question. J'ai juste l'espoir que ça puisse mettre le projecteur. Ce qui m'inquiète un petit peu, par contre, c'est effectivement ce regard. Enfin, moi, je le vois en étant un film finalement plutôt noir. Et du coup, j'ai un peu peur que ça donne une image, que ça conforte l'image de cette noirceur du métier qui est très loin de la réalité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations qui sont glauques, hein, attention. Mais dans toutes les activités professionnelles, il y a des situations très glauques. Et se focaliser sur la noirceur de l'activité ne permet pas, en fait, de discuter comme il faut des problèmes de fond. J'ai une nuance quand même de la journaliste ciné. Oui. Alors, c'est ton point de vue, mais moi, j'ai pas trouvé que le film était dans cette noirceur. Parce que oui, il y a des scènes alors, de violence. C'est peut-être parce que je le vois en tant que professionnel. Exactement. Mais il y a aussi, nous qui sommes pas professionnels, t'as un regard aussi, t'as une sororité, comme tu le disais très justement. La sororité est très bien montrée. Elle est très bien montrée. Très, très bien montrée. L'impression d'être soi-même plus à l'intérieur de cette maison qu'à l'extérieur. Ça, je trouve que c'est plutôt... Alors, c'est l'espoir que je peux avoir, c'est que vis-à-vis du grand public qui ne connaît pas, que ce soit vu d'une façon plus lumineuse. Ça, c'est intéressant d'avoir ton regard là-dessus, justement, de regarder le film. Après, moi, j'ai effectivement un regard de personnes directement concernées, donc je le vois différemment. J'ai pas du tout la neutralité de quelqu'un qui ne connaît pas le métier, attention. Et puis, comme on dit, c'est un film. Hein. On ne s'est pas supposé incarner la réalité pure. Mais j'ai toujours l'espoir qu'un film qui parle ou qui affleure le sujet va permettre d'ouvrir le débat pour toutes les personnes et que ça remonte sur la place publique et que ça remonte dans les débats politiques. Ça, c'est quelque chose qui peut toujours être politique et donc positif pour la lutte. Ça, c'est un espoir. Parce que c'est quand même un vrai film, dans le sens un film qui est amené à sortir sur toutes les salles de cinéma, donc être vu par le grand public. Donc oui, ça, c'est quelque chose qui potentiellement serait chouette. Et on va être amené à faire des débats toutes les deux et on fera des grandes conférences et ce sera super chouette. Génial. Le podcast s'appelle Réplique. La réplique, c'est une réponse vive en opposition à une idée, une phrase. Mais c'est aussi un élément de dialogue qu'une actrice ou un acteur doit dire. Un lien, une construction. Et là, ce qui m'intéresse, c'est la réplique, les liens, les ressemblances entre vous deux. Anna, en quoi as-tu le sentiment d'être la réplique d'Anaïs dans ce film ? C'est intriguant parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses que tu dis, que tu véhicules, qui me confortent aussi dans des choix que j'ai pris. Et donc j'en suis très contente. Anaïs, comment t'as l'impression d'être la réplique dans la vraie vie d'Anna ? Alors, ça répondra sans doute pas exactement à la question, mais je suis admirative du courage parce que c'est un sujet tellement tabou et tellement risqué que c'est un grand risque, je pense, en tant qu'actrice, de choisir un rôle comme ça. Et ça me fait vraiment penser au courage de la plupart de mes collègues dans le métier quand on commence à lutter pour nos droits, parce qu'il faut qu'on parle, parce qu'il faut qu'on se montre. Et on retrouve, en fait, c'est cette prise de risque, en fait. Elle n'est pas anodine, elle peut avoir des effets très longtemps. Ça peut être des effets sur toute une carrière. Pour nous, c'est des effets sur toute notre vie. Donc, je suis très admirative quand une actrice accepte de jouer un rôle qui représente une femme publique, une femme déchue, une femme stigmatisée. Parce que ça n'est pas anodin pour la carrière d'une actrice qui se met à nu dans le film. C'est vraiment pas anodin. Donc bravo et merci. Merci Anaïs de venir me dire ces mots jusqu'à Paris. Oui. Merci à vous deux. Merci beaucoup pour cette conversation.
Vous venez d'écouter Réplique, le podcast cinéma de Canal+, qui ébranle, sans mauvais jeu de mots, les murs entre la salle de cinéma et le monde extérieur. Cet épisode est produit par François Saltiel chez Art de Voir et est réalisé par Nico Bergman sur une idée originale de Steph Chermont et Marie Sala. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et à lui donner plein d'étoiles.